Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. J'ai l'immense privilège de recevoir aujourd'hui un auteur qui a publié 2 livres, M. Alain Colpron. Bonjour Alain. Bonjour Marie, merci pour l'invitation. Alors, je me permets toujours d'initier nos auditeurs, auditrices à la découverte de nouveaux sujets et de nouvelles personnalités qui se sont impliquées dans le milieu de la littérature. Et quand on parle d'une implication, Alain Colpron, vous êtes vraiment impliqué dans votre projet d'écriture. Merci, oui, ça me fait plaisir. Oui, effectivement, j'ai plongé à 100 oui. Alors, j'aimerais d'abord connaître un petit peu le parcours de l'homme qui est derrière l'auteur pour pouvoir situer nos auditeurs par rapport à votre démarche d'écriture. Oui. Au début, moi, j'ai commencé, j'étais dans le domaine des arts, je sculptais, mais j'avais aussi une passion pour la sagesse. Puis, il y avait l'écriture aussi qui reliait les deux, le domaine des arts et la sagesse, la philosophie. Donc, j'ai commencé à écrire il y a, donc ça veut dire environ 30-35 ans. Mais je publiais pas du tout, j'écrivais pour moi des réflexions. Et votre base d'écriture, avant d'en arriver à l'écriture, vous aviez une formation spécifique? Non, pas du tout. C'est en écrivant, en lisant, en écrivant, en lisant, c'était ma formation. J'avais, donc, dans le domaine des arts, j'écrivais déjà un peu quand j'étais au cégep, en arts plastiques. J'avais commencé à écrire et à lire beaucoup à ce moment-là. C'était plus ça, ma formation littéraire. Oui. Donc, c'est l'aboutissement d'une démarche personnelle. Tout à fait, tout à fait. Et le lien qui nous amène à la publication de votre premier livre, L'être inconditionnel, conscience et liberté, oui. C'était la première approche de communication par rapport à un sujet qui vous passionnait. Tout à fait, oui. Je voulais mettre l'essence de ma philosophie dans ce livre-là. Donc, c'était comme la base, la base de ma pensée, ma vision du monde. Je voulais tout mettre dans ce livre-là. Commencer par... souvent, les gens terminent leur vie avec un résumé de leur philosophie. Moi, je voulais commencer par là, mettre le paquet là-dedans. Puis, oui. Et vous avez choisi de le faire sous forme d'essai. L'être inconditionnel, conscience et liberté. Et c'est vraiment un essai. On pourrait le classer dans les essais de cheminement... Comment le classer? Oui, moi, c'est comme une réflexion. J'étais inspiré, j'avais la base de ma philosophie après plusieurs recherches, après avoir lu plusieurs enseignants spirituels, philosophes, psychologues. Donc, pour moi, je le voyais plus ou moins comme un essai. Je le voyais tout simplement comme l'inspiration que j'ai sur ces sujets-là. Donc, mais oui, ça peut se classer comme essai ou souvent c'est classé dans philosophie, sagesse. OK. Ouais. Et si on avait à résumer le propos pour que les gens qui nous écoutent puissent voir, est-ce que ce livre-là va me rejoindre? Est-ce que ce livre est porteur d'une mission ou d'une thématique qui peut rejoindre beaucoup de personnes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est un peu un résumé aussi la condition humaine. Je parle au début de la création, le monde, comment il est créé, autrement dit, le monde matériel, comment notre environnement est créé. Mais je parle beaucoup de la condition humaine, donc l'être, comment il vit le monde à travers son corps, il se crée une identité. Puis comment il se perd là-dedans, comment en oubliant d'où il vient, il s'incarne, et comment il se perd dans le monde, comment il souffre, et comment il a ses plaisirs et ses souffrances, jusqu'à temps qu'il se retrouve et qu'il comprenne qu'est-ce qu'il fait. Donc, pour moi, c'est un peu aussi un résumé de la condition humaine. Est-ce que c'est... Monsieur Colpron, on voit souvent ce genre d'essais qui sont dédiés à des super spécialistes, qui sont des réflexions, je dirais, pour des gens initiés ou qui ont déjà des formations très reconnues. Est-ce que dans votre cas, c'est un essai qui peut s'adresser à toute personne qui est en cheminement, qui cherche à comprendre le sens de sa vie? Oui, c'était mon but exactement. Le langage est très, très simple. La façon que c'est écrit, c'est très simple. Puis c'était mon but d'écrire de façon simple pour rejoindre tout le monde. Il n'y a pas de grands termes, il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Je parle pas trop ni de philosophie orientale ni occidentale dans le sens qu'on le connaît, le plus intellectuel. C'est vraiment des termes hyper simples. La compréhension peut être difficile de temps en temps parce que j'essaie d'aller plus loin dans cette philosophie-là. Mais mon but, c'était de m'adresser à tout le monde, justement. Oui. Donc, tout le monde peut faire de la philosophie. Tout le monde peut devenir conscient qu'il n'est pas sur Terre
comme ça par le fruit du hasard et qu'il est porteur d'une mission conscience et liberté. D'où votre sous-titre qui est très bien trouvé. Tout à fait. Oui, je voulais que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut voir comment ils peuvent se perdre dans les pensées, comment ils peuvent se perdre dans le jeu de la vie, puis comment ils peuvent se retrouver, surtout. Puis il y a des thèmes à la fin, l'amour, la liberté, la façon que la pensée fonctionne. Je parle aussi de la création. Est-ce que c'est nous qui créons la vie? Est-ce qu'il y a un Dieu? Donc, c'est des questions, oui, qui s'adressent à tout le monde. Puis, encore une fois, le vocabulaire est tellement simple qu'on peut... on ne peut pas comprendre le vocabulaire. On peut ne pas comprendre le vocabulaire, plutôt, mais on peut... mais l'idée, il peut avoir un peu de réflexion à faire, mais c'est quand même... J'ai essayé de faire ça le plus simple possible. Et est-ce qu'on peut penser que c'est un livre, L'être inconditionnel, un livre qui va toucher autant les jeunes lecteurs qui sont, je dirais, à l'étape de leur vie de se définir comme tel, de se comprendre mieux, autant que des gens plus âgés qui veulent retrouver ou réfléchir à la portée de leur vie même? Oui, tout à fait. Oui, c'est un recul, en fait. C'est un recul. On regarde la condition humaine avec un grand recul. Et donc, effectivement, ça peut être... il y a des jeunes qui vont dire « Ah, pour moi, c'est une philosophie qui m'aide à voir la vie d'une façon différente, qui m'aide à voir où je suis, où on est dans la vie, où moi je suis dans la vie. » Puis la même chose pour quelqu'un de plus vieux, il peut dire c'est paisible pour moi, ça m'apporte une paix intérieure parce que je comprends plus le chemin qu'on fait, je comprends plus comment qu'on apparaît ici, puis comment... Puis moi, effectivement, moi, j'en parle en tant que ma vision du monde. J'impose rien, c'est pas un livre pour convertir, mais les gens, en le lisant, en se sentant libres de lire cette vision-là du monde, ont un recul face à la vie et comprennent plus, encore une fois, comment qu'on se perd et comment qu'on se retrouve dans tout ça. Oui. Très intéressante approche. Maintenant, l'auteur que vous êtes devenu en signant le premier, L'être inconditionnel, l'auteur s'est remis à sa table de travail et nous a proposé un deuxième ouvrage. Et cette fois, nous avons Denac. Et là, vous avez changé de style, vous avez changé de véhicule pour nous présenter cette fois-ci un roman. Pourquoi avoir fait ce choix, Exactement. M. Colpron? Bien, c'est que j'ai commencé, le premier 2/3 du livre a été écrit il y a environ 20 ans. Donc, j'avais déjà une histoire en tête d'un personnage qui vit justement toute l'intensité du monde, puis c'est un personnage assez isolé, assez intense. Et j'avais commencé cette partie du livre il y a environ 20 ans. Puis, excepté que je n'avais pas écrit le dernier tiers. Puis le dernier tiers, c'est justement, ça ressemble plus à l'être inconditionnel. C'est là il y a les réflexions face à la vie. Il y a un événement qui fait que tout d'un coup, il y a un recul immense face à la vie, en fait. Puis là, je peux amener tout mon amour de la sagesse, ma vision du monde et tout. Donc, c'est pour ça, ça a commencé avec un roman. Puis la dernière partie, bien, c'est la suite qui est plus comment je vois les choses philosophique. Maintenant. Oui, beaucoup Alors, plus philosophique. peut-être que l'écrivain en vous, au moment où il a fait la première partie, n'avait pas assez de recul sur la vie pour le compléter. Tout à fait. Et vous l'avez complété à un âge peut-être autour de la quarantaine, peut-être? Ou au moment où vous étiez en possession d'une meilleure vision du monde? Oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai commencé probablement dans la vingtaine et j'ai écrit ça, donc j'avais peut-être 48 quand j'ai écrit le dernier tiers. Donc, c'était une autre vision du monde, mais il y a justement plutôt une coupure avec un événement qui fait que tout d'un coup, il y a ce recul-là qui est la dernière partie. Mais c'est intéressant comme procédé, parce que souvent, les gens qui ont l'intention d'écrire vont essayer, vont faire des essais, vont compléter un manuscrit à 60 et ils ne savent pas pourquoi, à un moment donné, l'action de créer s'arrête. C'est que psychologiquement, parfois, on n'a pas encore les réponses ou on n'est pas capable d'amener nos personnages vers une conclusion. Alors, c'est le recul qui nous permet de faire évoluer une œuvre. Oui, puis ça, on ne peut pas forcer ça, effectivement. À un moment donné, on ne peut pas forcer, sinon ça paraît que c'est forcé ou c'est manqué, on n'est pas satisfait. Puis moi, dans ce cas-là, ça a été long, c'est 20-25 ans plus tard. Mais oui, justement, à un moment donné, quand on laisse de côté, on ne sait pas quand on va être inspiré. Puis d'un coup, il arrive l'idée, puis on comprend pourquoi on a fait les premiers textes et comment on veut les terminer. Et le raccordement se fait comme naturellement. En fait, c'est un temps de germination qui peut être plus ou moins long selon les expériences de vie. Mais l'important, c'est de ne pas l'abandonner
Parce que le jour où il sera prêt, par exemple, Denac est un personnage que vous nous présentez d'abord comme étant un personnage sympathique, mais tourmenté. Ah oui, très, très. Et comme bien des gens là, d'aujourd'hui, beaucoup de lecteurs vont se reconnaître dans la tourmente. Tout à fait. Des émotions, les contradictions. Il est sans boussole. Ah, tout à fait. C'est vraiment intense. J'ai voulu montrer l'intensité de certaines personnes. Ça peut paraître même invraisemblable, mais effectivement, il y a des gens qui vivent ça. Oui, il y a toujours des plaisirs, sinon il ne serait pas vivant, mais il vit beaucoup de douleur, beaucoup d'isolement. À un moment donné aussi, il est très créatif, mais il se perd là-dedans, puis ça va presque jusqu'à la folie. Donc, il revient, il vit des choses, des fois même, où souvent dans les livres initiatiques, ça serait son salut, puis finalement, ça se passe pas comme ça. Il y a une grosse déception. Donc, il n'y a pas d'effet magique, de pensée magique dans sa solution numéro 1. Non. Pas du tout. Mais il continue à chercher. Ah, il continue, il se cherche, puis il veut vraiment, il est très enthousiaste, même s'il souffre beaucoup. Il se cherche, puis, mais ça se passe pas tout à fait. Jamais comme il pense. Donc, mais c'est ça, c'est que je le montre aussi, c'est pas toujours... On voit des fois des personnages tourmentés dans les films et tout, mais c'est romantique, puis c'est beau, ça, mais on le vit de l'intérieur, puis on voit que c'est intense, puis on voit toutes ses pensées, puis on voit plutôt l'intensité. C'est pas nécessairement le projecteur qu'on nous montre au cinéma. Non, moi, j'ai essayé de faire ça le plus vrai possible, comment ça se passe à l'intérieur de quelqu'un. Donc, c'est fascinant. En même temps, c'est dense. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, pour moi, c'est pas si dense que ça, parce que c'est vrai. Oui, donc c'est ça. Moi, je dirais presque que c'est un roman vérité, parce qu'au fond, ça nous amène vraiment dans une démarche très près de ce que les gens vivent. Et quand je parle des lecteurs potentiels, moi, je vois très bien un adolescent lire ça pour se donner un peu de marge de compréhension de lui-même. Et ne pas se juger comme étant quelqu'un de perdu d'avance. Non. Plutôt de continuer de faire des pas vers la croissance personnelle jusqu'à ce que la lumière apparaisse. Oui, tout à fait. Oui, parce que justement... C'est un roman d'espoir. Oui, tout à fait. Parce que ça prend un bout de temps avant de le voir, mais le personnage, justement... il y a 19 ans, donc, à la fin du livre. Donc, ça se passe à peu près là, dans l'adolescence. C'est surprenant quand on voit tout ce qui se passe dans sa vie, mais plutôt, c'est l'intensité. Il ne se passe pas tant de choses que ça extérieurement. Mais effectivement, le dernier tiers, c'est complètement l'opposé. Là, c'est la lumière, le recul, la sagesse. Il comprend beaucoup de choses en toutes ces pages-là. Alors, Alain Colpron, c'est un nom à retenir. Et vous nous avez livré vraiment 2 livres très intéressants. Nous vous rappelons, auditeurs, que vous pouvez vous procurer L'être inconditionnel, Conscience et liberté, et Denac, le roman d'Alain Colpron, publié aux éditions Perspectives. On peut vous retrouver sur votre site Internet? Oui, c'est ça, www.alaincolpron.com. Et il y a aussi un site pour les éditions Perspectives. Mais sur les 2 sites, il y a toute l'information. Oui, et vous pourrez rejoindre également M. Colpron en conférence. Suivez donc son horaire en visitant son site Internet. Alain Colpron, je vous laisse une petite pensée en terminant cette entrevue. La sagesse et la folie dorment dans le même berceau. Et c'est signé Marc Gendron, auteur de Opération New York. Alors, je le rappelle, sagesse et folie dorment dans le même berceau. Tout à fait. Merci pour votre générosité. Merci, Marie. Nous vous revenons après la pause avec mon second invité, M. François Lavallée. À tout de suite. De retour à Histoire de livre, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant à mes côtés M. François Lavallée. Bonjour François. Bonjour Marie, ça va bien? Ça va très bien. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de faire cet échange avec vous parce que votre mission, votre message est quelque chose qui va rejoindre beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Je le pense aussi. Oui. Alors, d'abord, je dirais de vous que vous vous êtes reconnu comme un expert formateur, mais je ne connais pas vraiment votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené là? Oui, je vous interromps tout de suite. Les gens pensent que je suis un expert formateur. En fait, je suis un formativateur. Alors, c'est un mot que j'ai inventé. Formateur, motivateur, c'est un mélange des deux un petit peu. Et puis, il faut le voir pour le croire, vraiment. C'est quand on me voit en action. Et ma partie tranquille, c'est quand j'écris. Alors, j'écris sur la gestion des priorités, un concept qui n'est pas nouveau.
En fait, la gestion des priorités, depuis Sénèque en 60 avant Jésus-Christ, il y a des écrits là-dessus. Des fois, les gens me disent, ouais, c'est un vieux thème, est-ce qu'on en parle encore, est-ce que c'est nécessaire? Je pense que oui. De plus en plus, les gens courent après leur temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ça. Puis ça fait une dizaine d'années que j'écris des chroniques de gestion du temps que j'ai transformées en chroniques de gestion de priorité parce que le temps, honnêtement, on ne peut rien faire avec. Effectivement, vous avez bien raison, mais vous-même, votre temps de vie a été fractionné dès le départ. Vous avez plusieurs expériences professionnelles avant d'en arriver à cette réflexion ou l'organisation des priorités. Par quel chemin ou par quelle route avez-vous réussi à trouver votre voie? C'est intéressant de dire ça, ma voix, parce que je parle beaucoup. En fait, ça a commencé par une réflexion en secondaire 3, ça fait quand même pas mal d'années, où j'ai soudainement eu un flash et je me suis dit, je veux faire de la science. Et pendant 10 ans, j'ai regardé en avant seulement, j'ai rien regardé d'autre, et j'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire, à analyser l'ADN et les mutations de l'ADN. J'ai travaillé 5 ans là-dedans par la suite, et j'ai moi-même subi une mutation importante. J'ai arrêté la science. Alors, j'ai muté en quelque chose d'autre. J'ai commencé à faire de la supervision de production dans le domaine pharmaceutique et je me suis rendu compte qu'il y avait un grand besoin de formation chez les employés. Alors, de fil en aiguille, ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu formateur pour ensuite devenir formativateur parce que je me suis rendu compte que ma façon de former était très dynamique et les gens appréciaient beaucoup. Mais de là à faire de la formation et devenir auteur, là aussi, il y a une autre transformation. Vous avez senti le besoin à quel moment de faire le passage, de transmettre à l'écrit le résultat de vos recherches ou de vos expériences? Ça s'est fait vraiment par la force des choses. En 99 environ, mon patron de l'époque qui m'avait donné comme mandat de former des gens à l'interne sur la gestion des priorités. Et je me suis rendu compte en parlant aux gens qu'il y avait un besoin de faire ça, mais en continu. Pas seulement une fois. C'est bien de la formation, mais de la formation en une fois, ça donne pas grand-chose. Alors, j'ai commencé à écrire des petits articles de 2 paragraphes que j'envoyais à chaque semaine à mes collègues pour les aider. Et puis, après 40-50 articles, je me suis rendu compte que, bon, il y avait un besoin. Et quand j'ai commencé à travailler à mon compte, en 2005, bien, j'ai continué cette démarche-là. Là, j'ai ralenti le rythme un petit peu. Je le fais une fois par mois. Mais je compense les autres semaines, je ne peux pas m'arrêter, j'écris sur d'autres sujets. Mais c'est ça, l'infolettre du départ est devenue ensuite une maison d'édition qu'on connaît maintenant sous le nom de Aliter Concept. Aliter Concept. D'où vient cette appellation? Ça m'a un peu intriguée. Oui, bien en fait, Aliter Concept, c'est le nom de ma compagnie que j'ai créée en 2005. J'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs mois avant. Je cherchais un nom qui était en même temps évocateur. Le concept de concept, justement, pour moi, l'idéation est très important. Et aliter, c'est un mot latin qui veut dire autrement. On connaît alter ego, l'autre personnalité. Aliter, c'est une déclinaison, genre du mot alter. Donc, aliter concept, faire les choses autrement. Mon chronographe, ce que les gens appellent un agenda, je l'ai appelé le chronographe Aliter Tempus, le temps autrement. Mon concept de gestion de priorité, je l'appelle Aliter Tempus, le temps autrement. Alors, Aliter, c'est dans tout ce que je fais. J'essaie de faire les choses différemment. Je me peigne même différemment des jours. Alors, tout ça fait que ma personnalité, elle est comme elle est. Je ne me change pas pour les clients, je ne me change pas quand j'écris. Mon style d'écriture, je l'ai fait pour les gens qui ont le goût de lire et non pas des gens qui se sentent obligés de lire. Donc, il y a de l'humour, c'est léger, c'est écrit gros dans mes livres, il y a des images à l'occasion. Tout ça pour que ça fasse autrement. Okay. Entre autres, écrire sur la gestion du temps, pour moi, c'est simple. J'écris pour m'aider. À quelque part, ma motivation, elle est tout le temps là. J'ai besoin de le faire. D'ailleurs, c'est pour vaincre ce qu'on appelle un problème de flexibilité articulaire qui se développe après 20 ans. C'est un peu étrange, ça, mais après 20 ans, on n'est plus capable de se donner un coup de pied dans le derrière. Nos genoux sont pas assez flexibles. C'est vrai. Donc, le processus de maturation nous empêche de faire des mouvements qui étaient d'abord accessibles. Alors moi, ça passe par l'écriture. Mon petit coup de pied au derrière, une fois par mois, c'est quand j'écris et je me dis, c'est vrai, il faudrait que je le fasse moi aussi. Et je le mets en application. Ce que j'écris, je le mets en application. Mais j'ai besoin de rappel à l'occasion. Mais on peut penser que le cerveau, lui, c'est peut-être le contraire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire étant jeune, qu'il va pouvoir faire avec la maturité. Oui, c'est les bienfaits de la vieillesse.
Alors, si on travaille de façon précise à se donner des méthodes de gestion de ses priorités, plutôt que de s'attaquer à gérer le temps qu'on ne peut malheureusement pas influencer de quelque nature que ce soit, on aura accès à différents livres que vous proposez. Exact. Le premier, le Tant qu'à lire. Tant qu'à lire avec C'est une collection, Tant qu'à lire. Exactement. C'est une suite. 3 volumes. OK. Alors, dans le premier, de quoi est-il question? En fait, dans chacun des volumes, vous allez retrouver la même chose, dans le sens que ce sont des trucs, des astuces, des techniques, des méthodes pour mieux gérer ses priorités. Chacun des livres a du contenu différent, mais sont conçus de la même façon. C'est de courtes chroniques, accompagnées dans les 3 premiers volumes d'un dessin qui a été fait par une artiste locale. Et chacun des trucs peut être mis en application immédiatement. C'est toujours simple, c'est toujours facile à lire, c'est toujours agréable à lire et ça a toujours des impacts positifs sur votre vie. OK. Donc, chacun des livres va nous amener à faire, j'imagine, une étape. Dans l'application de notre propre méthode de gestion de priorité. Adapter ses propres méthodes, en fait. OK. C'est ça. Et c'est accessible à tous les publics ou ça s'adresse aux gens qui sont super occupés? Non. Est-ce qu'on peut s'en servir aussi bien pour gérer un quotidien plus calme que pour les personnes qui sont dans le stress ou la tempête permanente? C'est vraiment bon pour tout le monde, autant les étudiants qui ont de la difficulté à organiser leurs études et leurs activités extracurriculaires que le gestionnaire qui a 1000 employés sous sa responsabilité. Dans tous les cas, c'est de bien clarifier quelles sont les priorités. Il y a un sage qui a dit, Stephen Covey disait, c'est plus facile de dire non quand on connaît les grands oui qui brûlent à l'intérieur. Alors, dans le fond, moi, j'écris pour vous permettre d'identifier vos grands oui. Une fois que ça c'est fait, les décisions se prennent tout seules. Et c'est vraiment la facilité que je prône. Il n'y a rien de compliqué dans mes méthodes. En fait, je suis paresseux, je dois le dire. Je suis paresseux et j'aime ça que ça soit simple et facile. Alors, j'écris pour que les gens puissent le mettre en application facilement également. Alors, toutes les personnes qui ont le sentiment que leur vie est compliquée devraient lire les chroniques de gestion du temps. Oui, c'est un public assez large. Oui, c'est un public assez large, on s'entend. C'est un bon potentiel, en fait. Quand on va sur mon site, françoislavallée.com ou alitapconcept.com, vous allez voir, dans la boutique, tous les livres sont là, n'importe qui peut y aller, ça se commande par Internet. Je commence à percer le marché des librairies locales. Et puis, l'idée là-dedans, c'est d'aider les gens à chaque fois. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Ça a été écrit pour faciliter la vie de tout le monde. Excellent procédé. J'espère. Maintenant, doublé de la possibilité de lire, vous êtes aussi un conférencier qu'on peut aller entendre. C'est ça. Est-ce que c'est le même message que vous portez sur toutes les tribunes ou dans tous les médias confondus? Oui, pas mal. Quand je parle de gestion de priorité, c'est toujours le même message. C'est le message de monsieur, madame, tout le monde. Je me considère encore un être humain. Et j'ai des problèmes à gérer mes priorités. Alors, quand je parle aux gens, c'est un message qui est très simple, c'est un message qui est très transparent et c'est un message que j'adapte au fil des mois parce que je prends toujours des situations que je vis au quotidien qui se traduisent dans mes écrits à chaque mois. Alors, c'est toujours des situations réelles. Je vous donne un exemple. L'année dernière, mon fils a eu un accident d'auto. Ça m'a fait réfléchir sur mes priorités. L'article de ce mois-là, ça a été l'accident de mon fils. Il s'en est sorti indemne en passant, tout s'est bien passé, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et les gens m'ont écrit par la suite, puis ils m'ont dit, ça m'a fait pleurer. Alors, moi, j'essaie de toucher les gens, puis la meilleure façon de toucher les gens, c'est de dire des choses qu'on a en commun avec eux. Alors, ce qui me touche, moi, j'assume que ça va toucher les autres. On essaie d'y aller aux valeurs profondes et c'est un des messages de ces écrits-là. Quelles sont vos valeurs? Une fois que vos valeurs sont claires, vos principes de vie sont clairs, c'est beaucoup plus facile ensuite de décider ce qui est important à faire aujourd'hui, demain puis la semaine prochaine. Justement, vous passez par le canal de la compréhension ou la connaissance, mais aussi par le canal des émotions. Définitivement. Parce que c'est peut-être les 2 portes d'entrée qui rejoignent le plus de gens. Oui. Est-ce que, par exemple, le sentiment d'être incompétent, personnellement, lorsqu'on n'arrive pas à gérer nos priorités ou à dire oui à toutes les demandes qui nous sont faites et qu'on voudrait accueillir, ce sentiment-là d'être constamment déchiré, on pourra trouver des réponses à l'intérieur de vos textes? Oui. Je ne me souviens pas quel auteur qui avait parlé du cycle de la productivité. Quand on est plus productif, on se sent mieux. Quand on se sent mieux, on se sent plus compétent, on prend des meilleures décisions et on devient plus productif pour se sentir mieux, prendre des meilleures décisions. Alors, c'est un cycle vertueux, dans le fond, qu'on essaie d'implanter avec ces méthodes-là. C'est des méthodes parce qu'elles sont faciles. On est capable de les mettre en application.
on sent la différence, on voit les résultats. Quand on voit les résultats, on se sent plus compétent. Et Benjamin Franklin disait, on doit gérer les événements, sinon les événements vont nous contrôler. Alors l'idée, c'est vraiment de contrôler les événements. Et votre dernier livre, celui sur lequel nous allons terminer cette discussion, s'appelle « Réflexions sur la gestion des priorités ». On voit que ce n'est pas dans la même continuité graphique des premiers. Qu'est-ce qu'il contient, ce livre? Encore une fois, c'est des trucs et des astuces. Encore une fois, c'est basé plus sur de la réflexion que des trucs et des astuces, cependant. Il y a vraiment eu un mouvement vers la gestion des priorités à un niveau qui est plus conceptuel. Il y a toujours des trucs et des astuces, mais j'essaie de faire réfléchir les gens un peu plus. Alors, j'ai toujours fait une partie d'anecdotes dans mes chroniques. Dans celui-là, l'anecdote est un peu plus longue pour que les gens se centrent bien sur le concept et le contexte qu'on veut véhiculer. Alors, c'est essentiellement le même genre de message. C'est une continuité. Ça s'inscrit vraiment dans une continuité après les 3 premiers volumes. Et le 5e volume va paraître bientôt cette année également. Et de la même façon, quand l'année dernière, on a créé un chronographe, c'est-à-dire un instrument de planification où on écrit notre temps, un chronographe, c'est toujours dans cette optique-là de bien véhiculer ces concepts de gestion des priorités. Alors, ça dépasse l'agenda traditionnel. C'est ce nouvel outil, donc, qui nous amène davantage vers la mission, l'établissement des grandes priorités. C'est ça. Ensuite, l'établissement des autres tâches ou responsabilités qu'on décide ou qu'on choisit d'assumer, parfois qui nous sont imposées. Parfois. Mais quand même, un autre regard sur la façon d'aborder toute la somme des tâches que les autres ou que la société attendent de nous. Exactement. Puis le chronographe nous permet de rentrer dans la mécanique de la gestion de priorité. Dans toutes les chroniques, ce sont des trucs qu'on peut appliquer sur le coin d'une table. Littéralement, c'est pas compliqué. Dans le cas du chronographe, c'est vraiment pour passer à l'autre niveau, où là, vraiment, on gère tout ça dans un outil intégré qu'on a appelé le chronographe. Et François Lavallée, vous nous rappelez que chaque journée n'a que 24 heures? Oui, malheureusement, on n'a pas été capable de rajouter une 25e heure encore. Malheureusement. Alors, j'invite les gens à se procurer ces ouvrages, à aller vous voir en conférence, à visiter votre site Internet aussi pour suivre un peu l'établissement de votre propre calendrier, de votre propre agenda, même si c'est un mot qu'on devrait bannir maintenant de notre vocabulaire. Je vous quitte avec une petite pensée. Je vous écoute. Qui est de Friedman. Alors, tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce que ce projet mené à bien va t'apporter. La vision et l'exécution. On dit aussi choisir, c'est renoncer. Merci beaucoup, François. C'est l'heure des choix. Merci. Alors, j'invite les gens, bien sûr, à se procurer ces ouvrages chez Aliter Concept. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre rencontre avec auteurs ou auteurs qui vont sûrement changer votre expérience de lecture. Merci.